Le Monde. Pour moi, c'est la Pravda de la bonne conscience. Le Monde, voilà ce qu'il est devenu. On dirait qu'il y a un double blackout. Le blackout de nos adversaires, sinon de nos ennemis, et un blackout complice de la part des appareils censés représenter les Juifs de France et qui font silence sur ce dossier. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette fois un sujet concernant ce qu'on appelle l'Israël bashing, la désinformation systématique de certains médias concernant Israël et le conflit avec les Palestiniens. Pour en parler, en ligne avec nous depuis Paris, Jacques Tarnero, essayiste, auteur du livre intitulé « Le nom de trop, Israël illégitime ». Et puis, vous êtes aussi expert, Jacques, vous étiez expert au CNRS et vous avez co-réalisé en 2003 avec Philippe Bensoussan un film qui a eu un grand écho en France, un film documentaire qui s'intitule « Décryptage », qui analysait justement déjà à l'époque la désinformation anti-israélienne en France. Alors, Jacques, vous avez participé, voilà quelques semaines, à un dossier spécial qui a été publié courant décembre sur le site internet qui s'appelle Tribune Juive, qui était un ancien hebdomadaire et qui est devenu un site internet. Ce dossier porte comme titre « Le journal Le Monde et Israël, : un lynchage sans fin ». Tout un programme en fait. Un dossier fait donc d'une quinzaine d'articles rédigés par des historiens, des philosophes, des politologues et des analystes juifs et non juifs, dont vous justement, mais aussi Georges Bensoussan, l'historien, et l'analyste Pierre-Alain Taguieff, spécialiste de l'antisémitisme et l'antisionisme. Un dossier qui analyse sous divers angles l'antisionisme systématique du journal Le Monde, un antisionisme à la fois historique, politique, psychologique aussi. Ce journal, en fait, ne rate pas une seule occasion de dégommer, si j'ose dire, le plus souvent très malhonnêtement Israël. Alors, première question, voilà des années, je dirais même voire des décennies, que cet Israël bashing se poursuit inlassablement dans les colonnes du Monde. Alors, qu'est-ce serait selon vous, selon l'expression consacrée, la goutte qui aurait fait déborder le vase cette fois pour vous pousser, vous et vos co-signataires, donc d'une quinzaine d'articles, à passer à l'acte en publiant un dossier qui fait à peu près 90 écrans. C'est un long dossier qui va peut-être être imprimé sous forme de livre. Mais qu'est-ce qui vous a poussé cette fois à prendre l'offensive ? Bonjour Richard. Bonjour. C'est la lecture du Monde l'été dernier, au moment de l'affrontement entre le djihad islamique et Israël. Les journalistes du Monde, les correspondants du Monde en Israël, mais on devrait dire, ça serait plutôt les correspondants du Monde du côté palestinien, ont un tel parti pris, un tel engagement, une telle sympathie pour la partie palestinienne, que ça n'est plus un journal d'information. C'est un journal idéologique qui nous donne une version idéologique de l'actualité dont ils devraient être les témoins. Il y a eu pendant l'affrontement avec le djihad islamique une écriture totalement compassionnelle, totalement sympathisante, non seulement pour ce que faisait le djihad islamique, mais en plus, il y a du mensonge par omission. C'est-à-dire, ils ne disent pas ce qu'est le djihad islamique. Ils ne disent pas ce qu'est le fondement du Hamas. On ne dit pas que le programme du Hamas est celui de l'élimination et de l'extermination d'Israël. Il ne dit pas non plus ce qu'est la nature du djihad islamique. On aurait dit qu'il décrivait la résistance armée d'un groupe patriotique palestinien contre une force d'agression qui était l'armée d'Israël. Et c'est cet ensemble répété, je vais ajouter obsessionnel de la part du Monde, qui à un moment vous fait bondir, parce que quel est ce journal que j'ai entre les mains ? Est-ce que c'est un journal gauchiste, digne des années 70, où il était question du
du peuple héroïque vietnamien, je sais pas quoi, cette espèce d'écriture romanesque que le gauchisme avait inventée, ou bien c'est un journal digne d'être ce qu'il prétend être, en l'occurrence le journal de référence. Pour moi, ça n'est plus du tout le journal de référence, ça n'est plus un journal d'information, c'est un journal idéologique de parti pris qui vise à calomnier, à dénaturer la vérité des faits, à omettre des faits importants, et c'est invraisemblable sur la scène médiatique française, mais ça existe, ça a lieu. Justement, je reviens à ma question, mais sous une forme plus assise. On sait que déjà propagandiste avéré dès les années 60 du nationalisme arabe le plus effronté dressé contre Israël, Le Monde est devenu, c'est ce que rappelle d'ailleurs Sarah Katan, la directrice de l'information à Tribune Juive dans son introduction à ce dossier, il est devenu, dit-elle, le passeur de l'islamisme et de l'islamo-gauchisme, comme vous venez de dire, faisant de ce prétendu journal de référence, que vous venez de rappeler, cette expression souvent employée dans les couloirs du Monde, comme, je dirais, le journal qui donne le ton, le quotidien qui donne le ton à toute une série de journalistes engagés, qui en fait sont peu soucieux d'honnêteté et de déontologie, et alors ce qui fait de ce journal, justement usant de cette idéologie et pas du tout d'une méthodologie d'information, eh bien un journal qui écrit des textes ayant, vous le dites vous-même, de moins en moins de rapport avec les réalités prosaïques de terrain au Moyen-Orient. Exactement. Vous avez dit là ce que j'en pense aujourd'hui, mais je suis pas le seul à en penser. Je crois que dans le journal Le Monde, il y a deux types de journalistes. Il y a des gens qui confirment l'intitulé journal de référence. Je pense aux journalistes qui rapportent les procès, à ceux qui font les comptes rendus judiciaires, où il y a une information vérifiée, assise, qui n'est pas romanesque. Et puis il y a, par rapport à Israël et au Proche-Orient, un journalisme passionnel de parti pris. Et quand je dis c'est un journal idéologique, ça n'est plus du tout un journal d'information. Je prends une multitude d'exemples. Vous avez donc les Louis Humbert et Clotilde Mravko, qui sont les correspondants du Monde en Israël, en Israël, qui prennent passionnément parti pour les sujets qu'ils traitent. Je prends l'expulsion de Salah Hamouri, qui est l'avocat qui était franco-palestinien et qui a été expulsé d'Israël en France. Oui, après avoir été accusé d'avoir voulu assassiner le Rav Ovadia Yosef il y a quelques années. Le récit de l'accueil de Salah Hamouri en France par son épouse, écrit la journaliste Clotilde Mravko, lui qui n'a pas pu serrer dans ses bras sa femme depuis 1 an et demi. Est-ce qu'il y a eu, dans la manière de rapporter les crimes commis par les Palestiniens, des paroles pareilles à l'égard des parents, des veuves, des femmes, des compagnes, des enfants israéliens, juifs, dont le père a été assassiné, soit du côté de en Cisjordanie, soit du côté de Gaza. Voilà. Jamais il y a là le souci pathétique, émotionnel, lacrymogène de l'écriture du journaliste de Monde devient comique. Si ça n'était pas tragique, ce qu'elle rapporte, ce serait comique. L'indifférence pour la mort des Israéliens assassinés est constante. Par contre, citer l'âge du Palestinien qui a été tué, dire que c'était un adolescent, je cite, qui aimait le djihad
la Palestine et sa maman, c'est fin de citation, c'est la constante de l'écriture des correspondants du Monde concernant effectivement des jeunes gens, des adolescents qui ont été tués dans des combats auxquels ils ont participé. Ce ne sont pas des angelots qui ont été tués par une bavure ou par un acte délibéré, méchant, voulu par des soldats israéliens cruels. On est dans autre chose. C'est pas du journalisme. Et je suis surpris que ce type d'écriture, il y a une hiérarchie au monde. Il y a des rédacteurs en chef qui relisent, corrigent. Ils n'imposent rien à leurs journalistes. Il n'y aurait pas la remarque pour leur dire non, n'écris pas comme ça s'écrit pas. Ce type de situation ne se décrit pas en ces termes. Il y a un laisser-faire et un laisser-dire qui me fait penser que c'est toute la partie informative du journal Le Monde qui est complice de ce qui est écrit et de ce qu'on lit. Oui, d'autant qu'on a toujours appris, j'ai collaboré, moi, en tant que pigiste assez régulier, non pas au monde dans les services de l'information, mais dans les analyses qui étaient faites en fin de semaine dans Le Monde dimanche, des enquêtes. Donc, j'étais pas au front pour traiter du Moyen-Orient, puisque j'habitais à l'époque en France. Mais ce que j'avais appris de manière classique, que tout journal, un tant soit peu honnête, qui se respecte, sépare l'exposé des faits des commentaires. D'ailleurs, dans le journal lui-même, il y a des tribunes où ceux qui veulent et passent la rampe pour pouvoir être lus, ils disent ce qu'ils pensent de tel ou tel problème, mais dans le même reportage censé informer le lecteur sur les faits, trouver des commentaires personnels, un petit peu comme les grimaces que font à lire certaines dépêches des présentateurs de télévision quand un personnage ou un fait ne leur plaît pas. On est effectivement dans la confusion la plus compassionnelle. Alors, je voulais pour développer un autre angle, citer le fait que dans votre fort intéressante introduction à votre analyse, vous expliquez dans un paragraphe intitulé « Pourquoi je parle et pourquoi j'écris », vous dites ceci: « Ce journal n'informe plus, il prêche. Et c'est un principe qui fonde l'écriture des articles pour tous ses correspondants, d'où le travestissement permanent des faits et ce que vous disiez tout à l'heure, les mensonges par omission. » Et vous reprenez ensuite en martelant avec la phrase suivante: l'idéologie a pris le pas sur l'information, notamment, et ça c'est un autre aspect que vous aviez abordé dans votre film Décryptage, et après d'une vingtaine d'années, mais qui est tellement actuel avec Philippe Bensoussan, notamment quand Le Monde présente sans cesse le conflit entre Israéliens et Palestiniens à travers le prisme de la guerre d'Algérie, et quand on y écrit, dites-vous, pour indiquer au lecteur la bonne cause et la mauvaise cause. C'est au plan sémantique, au plan même phénoménologique, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Tout à fait. Mais je pense qu'en ce qui concerne le conflit israélo-arabe et sa relation dans ce que les journaux disent de ce conflit, on ne peut pas faire l'économie de prendre en compte le reflet de la guerre d'Algérie. C'est la guerre d'Algérie reproduite et reconduite à travers le conflit israélo-arabe. C'est-à-dire qu'il y a les Palestiniens qui seraient les Algériens et les Israéliens qui seraient les pieds noirs ou bien l'armée française. Qui dit pieds noirs et armée française dit général Massu, dit torture, dit tout ce qui s'ensuit. Et donc lire le conflit israélo-arabe à travers la grille de lecture de la guerre d'Algérie, c'est une erreur absolue. Mais hélas, elle fonctionne. Elle fonctionne et elle est efficace. Et les mêmes réflexes d'écriture, les mêmes commentaires dont vous parliez affectent la manière de rendre compte de ce conflit. Mais si on n'en tient pas compte, on ne comprend pas l'aspect passionnel du récit du conflit israélo-arabe dans les médias français. Et comme il y a une inculture dominante, une absence de regard critique dominant, parce que c'est devenu un cliché, c'est une pensée toute faite, c'est une pensée préétablie, prédigérée,
qui est que Israël est le coupable et le Palestinien est la victime, et que Israël n'est pas dans son droit alors que le Palestinien est dans son droit, et qu'il y a au fond un affrontement colonial, néocolonial, entre le colonisé palestinien et le colonisateur israélien. Ce qui veut dire, si on considère que Israël est le colonisateur, alors sa présence est effectivement totalement illégitime, puisque ce serait un envahisseur venu d'ailleurs qui serait installé sur cette terre qui n'est pas la sienne. Ce qui veut dire qu'on ne tient pas, on ne prend pas dans l'argumentaire historique qui fonde l'histoire du Proche-Orient, toute l'histoire du passé juif avec la terre d'Israël. Ça ôte toute possibilité de dire Israël est dans son droit pour se défendre. On ne considère même pas la décision de l'ONU du plan de partage, on ne décide même pas la reconnaissance d'Israël par la plupart des États des Nations Unies. On considère qu'Israël est un intrus et qu'il n'a aucune légitimité à être là où il est. En fait, le monde épouse ni plus ni moins de A jusqu'à Z la thèse arabe de l'illégitimité de principe d'Israël. Alors justement, j'ai une autre question à vous poser, puisque dans votre article, vous revenez de manière très assidue et argumentée sur l'historique de ce phénomène assez stupéfiant, de voir un journal dit sérieux adopter un tel parti pris. À quel moment faites-vous remonter justement ce parti pris de logique du monde? Est-ce que ça a commencé avec la fin de la guerre d'Algérie, avec après la guerre des 6 jours, où le petit David menacé qui était Israël et tout d'un coup était présenté comme le Goliath oppresseur, ou est-ce que c'est aussi ça s'est accentué pendant la guerre du Liban, la première guerre du Liban en 82, à la suite de laquelle vous vous souvenez comme moi, parce qu'on lisait déjà fortement la presse, vous et moi, et on était impliqués dedans même. Yasser Arafat interviewé sur le bateau français qu'il l'amène à Tunis grâce à la flottille de paquebots qu'avait envoyé le président François Mitterrand pour sauver en fait l'OLP, prise au piège de l'armée israélienne à Beyrouth. Eh bien, Arafat termine son interview en disant « Nous, les Palestiniens, nous sommes les Juifs des Juifs ». C'est-à-dire, en une phrase, il avait résumé cette dialectique trompeuse de l'inversion. Alors, tout cela a été une longue genèse, mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tout s'est emballé et on est loin de ces décryptages basiques qui étaient déjà faits par vous et moi il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Aujourd'hui, la machine s'est emballée. Elle s'est emballée, elle continue sur sa lancée. Mais la lancée a démarré très tôt. Vous me demandez s'il fallait faire l'historique de la relation médiatique au conflit israélo-arabe. Je pense qu'il y a une grande césure qui est la victoire israélienne de la guerre des 6 jours. De 1948 à 1967, Israël est considéré comme le pays des survivants, même si ça n'est pas que le pays des survivants, et que le sionisme a une autre origine que la Shoah et les effets de la Shoah. Israël avait un regard, et on portait sur Israël un regard de sympathie pour ce petit pays courageux, affrontant ce qui à l'époque était considéré aussi, comme par exemple le colonel Nasser, comme étant un État agressif contre la France. N'oublions pas justement que il aide le FLN algérien contre la France. Bon. Mais le statut symbolique d'Israël change. Le petit pays faible est vainqueur. Et il est vainqueur d'une coalition de pays arabes. Et à ce moment-là, le changement de statut permet un changement de statut du regard porté sur lui. Il n'y a plus la sympathie et la compassion. Il y a quelque chose qui s'infiltre dès cette époque et qui dit « Mais finalement, ce petit État faible, il est devenu vainqueur. Peut-être qu'on a cru des choses qui n'étaient pas vraies. » Et c'est à partir je fais une césure, où j'introduis un élément nouveau, de mai 68. Il est interdit d'interdire.
Ça veut dire qu'il faut changer le paradigme. Il faut changer la lunette qui nous permet de lire une situation. Et c'est de cette fin des années 70 que s'infiltre le doute négationniste. Ça n'est pas le conflit israélo-arabe, mais c'est parallèle au conflit israélo. Peut-être que les chambres à gaz n'ont pas existé. Peut-être que c'est un mensonge juif. Je reprends la phrase de Faurisson à Europe numéro 1 en 1980, que cette imposture a profité au sionisme international et à l'État d'Israël. Alors, je vous interromps parce qu'il nous reste peu de temps, mais je voulais appeler enfin ceux qui nous écoutent et qui nous voient à donc rentrer sur le site de Tribune Juive pour trouver ce dossier spécial qui est très intéressant parce que justement vous aviez commencé tout. Oui, vous avez tout à l'heure commencé à donner des exemples à propos justement. Vous prenez l'exemple du 23 octobre 2022, il y a à peine 2 mois, avec un florilège d'articles biaisés sur l'opération de Tsahal contre le djihad islamique. Vous citez plusieurs exemples. Et il y a aussi un texte, il y a plusieurs textes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce serait intéressant que le lecteur s'y réfère. Et puis on a l'inévitable texte, d'Edgar Morin, qui exprime de manière passionnelle son rejet d'Israël en disant ceci: le vainqueur méprise, viole, opprime. Le vaincu mérite la compassion parce qu'il est humilié. En bref, conclut Edgar Morin, je suis du peuple maudit, pas du peuple élu. Fin de citation. Alors j'allais vous dire, en fait, il nous reste très peu de temps, mais est-ce qu'on peut sortir de ce cycle infernal où le monde et aussi, et pas seulement le monde, les chefs de file d'un grand quotidien américain comme le New York Times, qui peut-être sous d'autres latitudes empruntent aussi les mêmes mécanismes, des mécanismes qui, selon la formule employée il y a déjà 4 décennies par la sociopsychologue et psychanalyste Eliane Amado Lévy-Valency, avait résumé tout ça en disant que beaucoup d'auteurs de médias ou de directeurs de médias victimisent sans cesse les Palestiniens pour culpabiliser les Juifs. Et elle avait ajouté une chose encore pire. Eliane, que j'ai aussi le plaisir de connaître, c'est quelque chose qui aggrave encore plus le diagnostic et la situation. C'est que, d'ailleurs, ça renvoie à un article qui fait partie du dossier où vous expliquez, pas vous, mais l'auteur de l'article, comment ce sont certains Juifs qui ont aidé aussi à enfoncer le clou de cette vision du monde. Et Eliane avait dit ceci: certains Juifs prennent sans cesse la subjectivité de leur ennemi pour de l'objectivité. Et c'est malheureusement un phénomène qui s'amplifie. Et peut-être une phrase de conclusion, Jacques? 2 phrases de conclusion. 1, le monde. Pour moi, c'est la pravda de la bonne conscience, le monde. Voilà ce qu'il est devenu. Et qu'il ne prenne pas soin de corriger cette attitude va être le tombeau de ce journalisme, car il n'est plus crédible, il n'est plus responsable. 2e chose, c'est l'accueil de ce dossier piloté par Sarah Catan et Tribune Juive qui a permis d'écrire ce qu'on a écrit. Il y a des textes extraordinaires. Je pense à Yves Mamou, à Yana Grinspun, à Pierre-André Taguieff et tous les autres, qui sont des textes qu'on a énormément travaillé et sur lesquels on a fourni les preuves de ce qu'on avance. Absolument. Et il y a aussi le texte excellent, long au demeurant, mais très fourni et argumenté de Jacques Tarnero, en l'occurrence. Merci. Tout ceci n'a pas été défendu, et là je suis vraiment très scandalisé, par les institutions juives en France. On n'en fait pas état dans la lettre, la newsletter du CRIF. Et je me demande pourquoi. On fournit des arguments pour démolir l'adversaire. Aujourd'hui, je vais dire que le porte-parole de la haine d'Israël, mais en termes chics et gentils, pour plaire, vous voyez comme il n'y a plus d'idéologie dominante en France, la compassion, les larmes pour la victime font office de contenu idéologique. C'est la pratique du monde. Il y a les malheureux, et puis il y a les victorieux, et il y a les méchants, les arrogants. Eh bien, que les institutions juives ne s'approprient pas
ce dossier concernant le monde est un désastre politique. Je ne comprends pas cette attitude, ou alors ça veut dire qu'on a peur de ce journal, et que si on a peur de lui, c'est lui qui guide nos positions politiques. Pourquoi ce silence? On dirait qu'il y a un double blackout. Le blackout de nos adversaires, sinon de nos ennemis, et un blackout complice de la part des appareils censés représenter les Juifs de France et qui font silence sur ce dossier. Je ne le comprends pas. Merci Jacques, merci beaucoup pour ces réflexions qui posent problème. Et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à bientôt, j'espère. Bonne journée.